Bonjour à tous, bienvenue à notre nouveau séminaire. Je vous propose, comme il est 14 heures, d'attendre encore quelques minutes pour donner l'occasion aux retardataires de nous rejoindre. Donc, je vous reprends dans 2 ou 3 minutes. Merci. Voilà, bonjour à tous et bienvenue à notre nouveau webinaire sur la thématique de la densification et du stop béton à Bruxelles et en Wallonie. On est très heureux de voir que vous êtes à nouveau inscrits en nombre, puisque vous êtes plus de 100 à être inscrits, ce qui témoigne de nouveau de l'intérêt que suscite le sujet qu'on a choisi d'aborder avec vous aujourd'hui. Avant d'aller plonger dans le vif du sujet, 2 petites précisions. On vous enverra les slides après le séminaire, donc aujourd'hui encore. Et 2, en ce qui concerne les questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat de la discussion. On n'a pas prévu de Q&A à la fin parce que le timing est trop serré. En revanche, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par email après. Je parcourrai également les questions de mon côté dans le chat et je serai ravi d'en discuter en direct avec vous, de vous appeler pour en discuter. Donc, avant d'aborder le contenu du webinaire, 2-3 slides de présentation sur le cabinet et sur moi, par ailleurs. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charles Poncelet, avocat, donc entre 9 et 10 ans d'expérience. Je suis spécialisé dans le domaine de l'environnement, de l'urbanisme et plus généralement de l'immobilier. J'accompagne les développements de projets immobiliers dans les aspects réglementaires, obtention des permis, questions environnementales, recours, contact avec les autorités, gestion des oppositions, contacts avec les autorités et ce type de problématiques. Alors, le cabinet Scoops, donc, on est aujourd'hui 68 avocats, près de 20 membres du staff.
actif aujourd'hui dans pratiquement toutes les branches du droit. Donc, le cabinet est organisé avec quatre grandes pratiques, Construction and Real Estate, Business Law, Public Law et Social Law. Ce qui nous permet aujourd'hui de couvrir quasi toutes les branches et toutes les matières du droit et apporter à notre clientèle le soutien juridique nécessaire pour tout type de questions auxquelles vous êtes confrontés. Alors donc j'en viens au sujet du jour, la question de la densification et le stop béton. Donc on prendra les axes aujourd'hui de Bruxelles et de la région wallonne. Pour vous annoncer un petit peu l'ordre et le plan, je vais d'abord partager avec vous les quelques objectifs que je vois pour ce séminaire et ce que je voudrais que vous reteniez à l'issue de ce séminaire. Le contexte dans lequel intervient le sujet et cette thématique du jour. Ensuite, on se penchera sur la situation bruxelloise, la situation wallonne après. Je partagerai aussi avec vous ce qui me paraît être les points d'attention majeurs à avoir à l'esprit de votre côté lors de l'élaboration des projets immobiliers en matière précisément de densification et de stop béton. On terminera ensuite par quelques remarques conclusives. Alors, les objectifs du séminaire, je voudrais parcourir avec vous les mesures, les décisions qui ont déjà été prises par les différentes régions ou les mesures qui se font attendre dans le pipeline et qui devraient être adoptées prochainement et avoir un impact sur la pratique immobilière. On examinera ensemble aussi comment, dès aujourd'hui, la problématique de la densification se concrétise dans la pratique immobilière et on analysera aussi, je vous présenterai les outils d'aménagement du territoire qui existent aussi aujourd'hui et au service de la densification et qui permettent de s'inscrire dans les objectifs de densification auxquels les autorités wallonnes et bruxelloises se sont engagées récemment. Alors, le contexte, ce que j'ai appelé un peu les driving forces, c'est-à-dire les forces sous-jacentes qui expliquent cette évolution qu'on connaît aujourd'hui et les mesures prises par les autorités en matière de stop béton et de densification du territoire. La première chose, c'est le changement climatique. Je ne vous apprends rien. Toute partie du territoire qu'on artificialise, qu'on imperméabilise, eh bien, c'est un sol qu'on prive de sa capacité d'absorber du CO2 et donc, ce faisant, on participe à l'accroissement des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc à la poussée des températures, ce qui se perçoit encore plus dans les villes vu la présence de matériaux de béton qui ont la faculté de retenir la chaleur plus que d'autres matériaux. Alors, le stress hydrique, situation à laquelle la Belgique fait face en préparant le séminaire, j'ai appris que selon le World Resources Institute, la Belgique était classée en 23e position des pays qui connaissent un risque lié au stress hydrique les plus forts, les plus prononcés, donc risque de sécheresse, risque de carence en approvisionnement d'eau, situation qui est surtout liée à la situation en Flandre, même si du côté wallon et bruxellois, des questions se posent avec beaucoup d'actualité aujourd'hui, on y reviendra. Le phénomène d'urbanisation, je vais dire dispersée comme on l'a connu ces dernières années, ce qu'on appelle l'urbanisation en ruban, eh bien, a eu et a encore pour conséquence de provoquer un morcellement du territoire et donc de dégrader le paysage de manière générale, la biodiversité. Forcément, tout projet, toute urbanisation d'un site a pour effet, et toute imperméabilisation de sol a pour effet de détruire un habitat et de provoquer des déplacements d'espèces et d'habitats. Alors,
La région wallonne en particulier a pris la décision, dans des outils dont on discutera dans un instant, de mettre fin à cette urbanisation en ruban qu'on connaît depuis les années 70-80, donc une urbanisation dispersée sur le territoire, alors qu'aujourd'hui, l'objectif est davantage de centraliser, de regrouper les constructions pour éviter l'impact environnemental diffus sur le territoire. Autre élément de contexte qui conduit à des décisions comme celles qui ont été prises et celles qu'on attend en matière de densification, c'est une évolution des formes d'habitat, évolution plutôt peut-être sociologique. Aujourd'hui, on voit une aspiration grandissante de la population, en tout cas pour certains, à vivre ensemble en raison du coût notamment de l'habitation, le montant des loyers qui augmente. Et donc, si on mutualise certains services, si on mutualise l'habitat, forcément, ça va avoir l'impact de diminuer le coût du logement. On voit par ailleurs aussi avec les phénomènes de co-housing, co-living, une certaine aspiration à vivre ensemble, des mécanismes de regroupement intergénérationnel qui ont pour effet finalement de regrouper et de densifier les projets immobiliers. Alors, les mesures précisément qui visent à ralentir la croissance et la trajectoire d'artificialisation du sol se multiplient en Belgique, ailleurs. Je voulais partager avec vous l'exemple de la France dont on a entendu beaucoup parler, tant le projet de loi climat a connu un retentissement médiatique important. Donc, c'est une loi qui a été votée tout récemment, le 4 mai dernier, loi particulière tant elle a donné lieu à des discussions intenses, plus de 110 heures de discussions à l'Assemblée nationale avec une kyrielle d'amendements et de demandes de modifications qui ont été déposées. Le projet aujourd'hui a atterri et donc a fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale. Alors, quelles sont les mesures phares à retenir en lien avec notre sujet? Eh bien, une division par 2 de l'artificialisation des sols dans les 10 prochaines années, donc réduire de moitié le rythme d'artificialisation des sols, objectif ambitieux. D'ici 2050, la France veut parvenir à un niveau zéro d'artificialisation nette. Et alors, en ce qui concerne les grands centres commerciaux, eh bien, le projet de loi les interdit, la loi les interdit lorsqu'ils dépassent une superficie de 10 000 mètres carrés. Et quand on s'intéresse un petit peu au contexte dans lequel cette loi a été élaborée et votée, c'est très intéressant parce qu'on constate qu'il y avait, pour schématiser les choses, 2 blocs qui se sont opposés. Un bloc, d'une part, favorable à la réforme, favorable à la densification donc, du territoire, plutôt incarné par, de nouveau de manière schématique, les villes, les métropoles, et d'autre part, ce que les Français qualifient de territoire. On a vu à l'Assemblée nationale des élus locaux venant s'opposer au projet, puisque les mesures qui étaient envisagées eh bien, sont vraiment craintes par les territoires, par la ruralité, dans la mesure où ils craignent une sorte de désertification des campagnes, de la ruralité. Voilà, on verra en pratique ce que ça donne. Et finalement, donc, comme je vous le disais, la loi a été adoptée, mais je pense que c'est un exemple qui illustre assez bien, et on le verra du côté belge, puisque cet équilibre et ces dissensions se reflètent aussi sans doute dans une moindre mesure, mais qui voilà, sont intéressantes et dont il faut être conscient. Alors, la situation à Bruxelles, d'abord, avant la Wallonie. Je voulais vous parler d'abord de ce que j'ai appelé les documents et outils stratégiques, donc les documents planologiques qui n'ont qu'une valeur indicative, pas de valeur réglementaire, j'y viendrai dans un deuxième temps. À Bruxelles, au sommet de la pyramide des plans, on retrouve le plan régional de développement durable, adopté en 2018, connu sous son acronyme PRDD. C'est quoi le PRDD? Eh bien, c'est l'outil stratégique qui a été élaboré, retenu par le gouvernement bruxellois pour identifier les grands défis, les grands objectifs et les grands défis auxquels la région de Bruxelles-Capitale va être confrontée dans les années à venir. L'essor démographique,
l'accessibilité du logement, le redéploiement des activités économiques, la mixité fonctionnelle, les questions en lien avec la mobilité et autres questions environnementales. Le PRDD, donc, d'une part, identifie ces grands défis, les objectifs à atteindre, mais aussi, par ailleurs, les mesures et les moyens qui doivent être mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. La problématique de la densification occupe une place de choix dans ce document, puisqu'on la retrouve à de multiples reprises. Donc, ça témoigne bien de l'importance de la part du gouvernement accordée à la densification dans les prochaines années. Et le gouvernement, finalement, eh bien, prévoit dans ce document que la densification, donc, qui doit être raisonnée et maîtrisée selon eux, bon, on ne sait pas encore très bien ce que ça veut dire, mais ces adjectifs sont systématiquement utilisés pour qualifier la densification vers laquelle on doit aller. Cette densification, elle doit en pratique être évaluée donc à l'échelle des projets, à l'échelle des quartiers, en tenant compte d'un certain nombre de principes. Ces principes, je les ai repris. On en entend déjà parler dans le cadre de l'avancement de projets et l'instruction de demandes de permis. L'accessibilité, la bonne accessibilité en transport public, la dimension de l'espace public, la présence suffisante d'espaces verts, c'est quelque chose qu'on entend aussi systématiquement. C'est bien de densifier le territoire, mais il faut qu'en lien avec ça, en regard de cela, eh bien, on prenne suffisamment de mesures pour assurer qu'il y ait des espaces verts, des espaces récréatifs en suffisance. Une densification qui doit être proportionnelle à la taille des parcelles et des îlots, valorisation du bâti existant, une densification qui doit aussi, élément très important, qui est récurrent, accompagner de la création de services de proximité. Si on densifie, c'est bien, mais il doit y avoir alors des services qui sont accessibles aux différents utilisateurs des immeubles à proximité. Et enfin, une densification respectueuse du patrimoine architectural. Donc, ça, c'est pour premier document stratégique, le PRDD. Maintenant, l'élément sur lequel je voudrais m'arrêter avec vous, la DPR, la déclaration de politique régionale adoptée pour la législature 2019-2024 par le gouvernement donc, de la région de Bruxelles-Capitale. J'ai repris les différents extraits qui traitent de la question de la densification. Retenez donc en synthèse 3 choses. La première chose, c'est que le gouvernement bruxellois constate qu'on doit s'attendre à une croissance démographique et qu'en conséquence, il opte pour une stratégie intelligente qui doit inclure notamment une densification et verdurisation des terrains. Deuxième chose, une modification annoncée, probable du PRAS, donc le plan régional de l'affectation du sol, que vous connaissez certainement, qui est le document planologique qui détermine pour chacune des parties du territoire bruxellois quel type d'activité, quel type d'affectation est admissible. Eh bien, le gouvernement annonce qu'il est possible qu'il reverra partiellement le PRAS pour densifier, voire dédensifier, dit aussi le gouvernement, certaines parties du territoire. Troisième chose, la stratégie de densification que veut déployer le gouvernement eh bien, intégrera des immeubles de grande hauteur. Donc, pour ne pas citer le nom, en tenant compte d'autres critères qui devront rendre plus ou moins admissible eh bien, une densification par le biais d'immeubles de grande hauteur. Donc voilà pour les documents stratégiques bruxellois. Le cadre réglementaire maintenant, donc avec un effet contraignant, des dispositions qui lient vraiment l'administration et les administrés, les porteurs de projets, notamment en matière immobilière. Le règlement régional d'urbanisme, bien connu à Bruxelles, qui est l'outil principal déterminant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les demandes de permis en lien donc avec les projets immobiliers. Un certain nombre de règles en lien avec le gabarit des immeubles, les normes d'habitabilité, le nombre d'emplacements de parking, donc toute une série d'éléments qui sont obligatoires dans le cadre des demandes de permis d'urbanisme. Le RRU ne contient pas en tant que tel de dispositions définissant, je veux dire, directement la densité des projets, mais il y a toutefois 2 éléments
intéressants qui, au moins indirectement, ont un impact sur la densité. Première chose, la hauteur des constructions. Donc, à Bruxelles, l'article 8 du RRU qui s'applique prévoit que la hauteur des constructions du projet que vous envisagez ne peut pas dépasser la hauteur moyenne des constructions sur les parcelles environnantes. Donc, en d'autres termes, le gabarit de l'immeuble en projet ne peut pas dépasser la hauteur moyenne des habitations à proximité, ce qui constitue donc une contrainte, mais que les développeurs connaissent bien, à laquelle il est possible, moyennant une motivation expresse, de déroger, en tout cas de demander d'y déroger. C'est une dérogation qui n'est pas facilement obtenue de la part donc des autorités soit régionales, soit communales. Alors évidemment, ça dépend de quoi on parle. Des dépassements mineurs de quelques centimètres, voire de quelques mètres, ne posent pas nécessairement de difficultés, mais c'est plus compliqué lorsque on a des dépassements plus significatifs, donc de la hauteur moyenne des constructions. Donc élément en lien avec la densification. Deuxième chose, le rapport P sur S, l'article 13 du RRU, qui prévoit donc en substance que quand vous avez un projet, eh bien, vous ne pouvez pas imperméabiliser plus de la moitié de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles vous voulez travailler. Il doit toujours y avoir une surface perméable égale à au moins 50% de la surface totale. Alors, j'ai repris dans le slide ici la définition des différentes notions qui sont utilisées dans cette disposition parce qu'elles sont particulièrement importantes et qu'on voit souvent dans les projets que ces définitions ou que l'application plutôt de cette disposition pose problème. Donc, appliquer vraiment correctement ces notions lorsque vous calculez le P sur S. Ça pourrait revenir également dans le cadre d'éventuelles oppositions ou recours, puisqu'il y a souvent des discussions qui se nouent autour de cet aspect. Retenez par exemple que lorsque vous calculez le P sur S, le calcul de la totalité des surfaces, donc le dénominateur dans le calcul P sur S, eh bien, n'équivaut pas uniquement à la surface de la parcelle sur laquelle vous allez faire votre projet, mais le cas échéant aussi de la surface des parcelles qui jouxtent le terrain, pour autant que ce soit le même propriétaire. Quand on applique les définitions correctement, effectivement, il faut tenir compte de l'ensemble des surfaces, des parcelles qui sont autour du projet et qui appartiennent au même propriétaire. Donc, ça peut, le cas échéant, bien vous amener à un ratio qui est plus favorable et qui vous permettra de densifier davantage le projet. Alors, je voulais vous parler, c'est un peu à titre d'exemple, mais d'un projet qui a posé davantage de difficultés récemment, le projet donc de l'ambassade de Chine, avenue Bois du Dimanche à Woluwe-Saint-Pierre. Projet donc pour lequel un permis d'urbanisme a été octroyé par Urban Brussels, qui prévoit 21 appartements avec une emprise au sol de 777 mètres carrés et une longueur de 66 mètres de long. Donc, dans un quartier résidentiel composé surtout de résidences unifamiliales, donc avec une densification qui est plus importante que le bâti existant. Et eh bien, le secrétaire d'État à l'urbanisme, Pascal Smet, a été vraiment mis sur le grill au Parlement par différents parlementaires, en particulier par certains parlementaires qui se faisaient les porte-voix de certains riverains à proximité du site opposé au projet. Et quelle est la justification qu'a donnée Pascal Smet, même si ce n'est pas lui qui a délivré le permis, mais bon, évidemment, son administration? Eh bien, il a constaté que le P sur S dont on vient de parler était respecté, puisqu'on a un ratio, il y avait un ratio de 0,4 alors que la limite à 0,5. Certes, des dérogations avaient été demandées dans les formulaires donc du permis, mais il dit lui-même que dans les projets à Bruxelles, eh bien, il est fréquent d'avoir, la majorité des dossiers comprennent des demandes de dérogation, ce qui en dit long effectivement sur la pratique actuelle et le rapport avec ce RRU. Les zones d'ombre qui sont limitées, créées par le projet qui sont limitées. Certes, il y a des arbres abattus, mais qui seront suivis de replantation, et
il évoquait également le fait que le demandeur de permis avait modifié sa demande de permis pour tenir compte de certaines remarques formulées tant par les autorités, notamment le SIAMU, hein, pour les accès au site, que par les riverains. Donc voilà un exemple récent de difficultés liées avec des oppositions qui se cristallisent autour de la notion de densification et qui témoignent aussi sans doute du fait que le RRU est un document qui est devenu un petit peu obsolète, donc il date de 2007. Dans sa réponse à la question parlementaire qui est accessible en ligne sur le site du Parlement, Pascal Smet le confirme d'ailleurs, et c'est ce qui justifie, un des motifs qui justifie d'ailleurs la réforme qui est en cours d'élaboration pour le moment par Pascal Smet donc, et ses équipes, dont vous avez peut-être entendu parler, sa réforme Good Living après la réforme Good Move qui avait aussi fait beaucoup parler d'elle. Et l'objectif par cette réforme, pour laquelle donc il y a déjà un groupe d'experts qui a été désigné pour accompagner le secrétaire d'État et ses équipes dans la relecture, dans la réécriture, plutôt la refonte du RRU. Et donc, dans une déclaration récente, Pascal Smet a dit deux choses intéressantes. C'est que le RRU est pour lui un document qui est trop conservateur et donc qui contiennent des règles qui sont dépassées. En tout cas pour certaines. Et deuxième chose, que le nouveau RRU devrait aller vers une densification intelligente combinée à un bâtiment compact et vivable avec un renforcement de l'espace ouvert et vert. Bon, ce sont encore des objectifs assez généraux. J'ai essayé d'en savoir un petit peu plus, mais je n'ai pas obtenu beaucoup d'informations de la part du cabinet. Je ne suis pas convaincu qu'on sache encore vraiment ou que les rédacteurs de la réforme savent vraiment déjà vers où aller en termes de règles en matière de densification. Mais en tout cas, l'objectif est clairement annoncé et l'idée est de pouvoir faire atterrir cette réforme et qu'elle entre en vigueur mi-2023. Donc voilà, élément important à suivre dans les prochains mois. Alors, déjà aujourd'hui, le cadre réglementaire bruxellois prévoit certains outils opérationnels qui permettent ou qui devraient permettre de densifier le territoire. Le plan d'aménagement directeur, connu sous son acronyme PAD, que vous connaissez peut-être, qui a été instauré à l'occasion de la grande réforme, la grande refonte du droit de l'urbanisme bruxellois, le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, le COBAT. Donc, dernièrement, le législateur a instauré ce nouvel outil, le PAD, plan d'aménagement directeur, qui est donc un outil dont l'idée est d'y définir les grands aspects, les aspects stratégiques et réglementaires à l'échelle du quartier. Donc, d'y définir une nouvelle stratégie urbaine à l'échelle de plusieurs rues, d'un quartier en particulier. Les PAD aujourd'hui en projet, et ce sera le cas pour tous les PAD, en tout cas dans le mécanisme qui a été mis en place dans le COBAT, inclut deux volets. Un volet stratégique qui reprend donc les grandes lignes directrices, les grandes lignes de conduite, principes sur l'urbanisation du quartier et du périmètre envisagé dans le PAD. Et un deuxième volet, beaucoup plus intéressant, le volet réglementaire, et qui fait en fait tout l'atout et tout l'intérêt de ce nouvel outil, c'est donc le volet réglementaire qui permet au gouvernement en fait d'adopter un certain nombre de dispositions qui seront obligatoires, auxquelles les administrations et les tiers, les porteurs de projets seront obligatoirement par lesquels ils seront obligatoirement liés. Et donc, l'idée, la conséquence juridique de cela, c'est quoi? C'est que les dispositions qui sont prévues par le PAD auront pour conséquence d'abroger implicitement d'autres dispositions urbanistiques en principe applicables qui leur seraient contraires. Par exemple, le PRAS prévoit en zone de forte mixité que l'affectation, les activités de bureaux sont plafonnées à 1000 mètres carrés. Eh bien, le PAD ou un PAD pourrait prévoir dans un îlot, dans une partie donc, du périmètre envisagé, que tel ou tel projet pourrait dépasser cette surface et pourrait aller jusqu'à plusieurs milliers de mètres carrés pour l'affectation de bureaux. Et donc,
En d'autres termes, la disposition du PRAS qui serait en principe applicable si le PAD n'existait pas est tenue pour implicitement abroger, en tout cas évidemment pour ce qui concerne cette partie-là du territoire. Donc on voit, c'est un outil assez redoutable qui a été précisément instauré par le législateur bruxellois pour s'affranchir, ce sont les termes utilisés dans les travaux préparatoires, pour s'affranchir de ce qui est perçu aujourd'hui comme un carcan trop contraignant de règles en matière urbanistique. Les PAD, donc, il n'y a pas vraiment de restrictions sur, je vais dire, les zones qui peuvent faire l'objet d'un plan d'aménagement directeur. On dit des zones d'importance régionale. Voilà, c'est assez large. Le contenu des PAD, ça peut porter sur différentes choses et c'est intéressant en matière de densification justement. Le programme des affectations, on peut faire telle ou telle activité du bureau, de l'équipement d'intérêt collectif, de l'hôtel, que sais-je. La structuration des voiries, espaces publics et paysages. Caractéristiques, gabarits des constructions, protection du patrimoine et mobilité et stationnement. Ce qui veut dire que au titre du contenu réglementaire ou admissible pour le cahier des charges du PAD, on pourrait avoir, et c'est d'ailleurs le cas, des normes en matière de densité sur les projets. Si vous prenez les PAD qui ont déjà été adoptés, les projets de PAD qui ont déjà été adoptés par le gouvernement, eh bien, il y en a toute une série qui précisément visent à densifier davantage le territoire. Donc, c'est vraiment un outil qui a été utilisé par le gouvernement pour, à l'échelle de certaines zones, densifier davantage le territoire. Vous prenez par exemple le PAD loi, qui est le plus emblématique, qui a fait le plus sans doute parler de lui. Eh bien, vous avez pour ce document, au niveau de la rue de la Loi, pour chacun des blocs, chacun des ensembles et des îlots, il y a une norme qui définit le rapport P sur S, la densification admissible pour voilà, chacune de ces parties. Donc, c'est une réalité. Maintenant, le PAD loi, je précise tout de suite, va être fortement revu, tant il a provoqué bien de l'émoi, tant parmi les riverains, les comités de quartier, que parmi certaines autorités, notamment la Commission royale monuments et sites. Donc, c'est un projet qui va être revu d'après les annonces du gouvernement assez significativement. Mais justement, si on prend un peu de recul par rapport à tous ces projets qui sont en discussion pour le moment, on se rend compte que eh bien, ces discussions illustrent vraiment le type de tension auquel on fait face, auquel qu'on constate en lien avec la problématique, les objectifs de densification et de stop béton, de ralentissement de l'artificialisation. C'est-à-dire qu'une tension entre, d'une part, l'objectif de densification qui est partagé par tous et, d'autre part, une sorte d'adhésion, d'acceptation beaucoup plus limitée quand on en vient à discuter un projet par projet d'une densification appliquée à l'échelle d'une zone limitée. On voit aussi tension avec la nécessité de préserver des espaces verts. Et donc, les auteurs des PAD ont dû vraiment naviguer entre ces différents objectifs, et ce qui explique la difficulté de faire aboutir ces différents projets, puisque aujourd'hui, seul un des plus de 10 PAD a été adopté et publié au Moniteur belge, donc le PAD caserne. Tous les autres donc, ont fait l'objet d'une enquête publique et d'une adoption même en première lecture par le gouvernement, mais ils sont aujourd'hui un petit peu dans les limbes. Le gouvernement a annoncé qu'il allait statuer et régler les arbitrages en lien avec ces projets courants de l'été prochain, donc dans les prochaines semaines. Donc, voilà pour ce qui concerne Bruxelles. La Wallonie maintenant, le cadre de nouveau réglementaire. Retenez qu'au niveau des instruments planologiques régionaux, il n'y a pas aujourd'hui de dispositions en matière de densité. Il n'y a pas de règles qui déterminent la densité possible ou admissible sur le territoire régional. En revanche, au niveau communal, là par contre, on a en fonction donc des différentes communes
des plans qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur donc de la grande réforme du droit de l'urbanisme wallon par l'adoption du Code d'été. On avait ce qu'on appelait les plans communaux d'aménagement. Eh bien, toute une série de plans communaux d'aménagement prévoyait des règles en matière de densification, de densité, un certain nombre d'habitants par hectare, par exemple, le rapport P sur S qui était prévu pour certaines zones des plans en question. Alors, ces plans communaux d'aménagement sont devenus, vous le savez peut-être, des schémas d'orientation locale. Retenez que la différence pratique est que, alors que les anciens plans communaux avaient une valeur réglementaire et donc s'imposaient de manière obligatoire, les schémas d'orientation locale deviennent des documents à valeur indicative dont on peut plus facilement s'écarter moyennant une motivation. Donc, pas de règles au niveau des instruments planologiques régionaux, règles dont il faut éventuellement tenir compte au niveau communal. Alors, les outils plutôt stratégiques maintenant, je vous avais parlé de la DPR bruxelloise, la DPR wallonne maintenant, donc couvrant de nouveau la législature 2019-2024. Elle traite de la question du stop béton et de la densification avec, retenez, deux objectifs majeurs. Un, il faut mettre fin à l'horizon 2050 à l'étalement urbain. Et deux, à l'horizon 2025, plafonner le rythme d'artificialisation des terres existants. Donc, objectif ambitieux. À côté de la DPR, existe ce qu'on appelle le schéma de développement du territoire, qui a été adopté en 2019, vous vous en souvenez peut-être, parce qu'il avait été annoncé par le gouvernement à grand renfort de communication, le SDT, dont une des dispositions phares traite précisément donc du stop béton, avec de nouveau deux objectifs. D'ici 2030, limiter l'artificialisation des sols à 6 km² par an, et à l'horizon 2050, donc objectif qui concorde avec l'objectif dont je viens de vous parler de la DPR, une artificialisation égale à 0 km², avec des mécanismes de compensation qui seront possibles. Alors, donc, outils très importants, je vous disais, on en a beaucoup parlé, ça a fait l'objet à l'époque de beaucoup de discussions. Et donc, le texte a été adopté, il a même été publié au Moniteur belge, mais cas, je vais dire, bien belge, bien propre à notre pays, ce texte n'est toujours pas entré en vigueur, à défaut, en fait, d'adoption d'un arrêté d'exécution qui doit être pris par le gouvernement wallon. En fait, le dessous des cartes, c'est qu'il y a aujourd'hui une bataille qui se joue, et en fait, même ces jours-ci au Parlement wallon, et qui provient de certains élus locaux qui refusent que le SDT entre en vigueur parce qu'ils estiment être lésés dans les différents mécanismes qui ont été mis en place, et en particulier par rapport à la notion de pôle, qui est un concept donc déterminant du SDT. En gros, retenez que les pôles, c'est quoi? Ce sont des parties de territoire qui ont été considérées, identifiées comme étant stratégiques et donc devant bénéficier de certains avantages. Eh bien, certaines communes estiment que dès lors qu'elles n'ont pas été reprises en tant que pôle, eh bien, sont lésées pour les motifs qu'elles invoquent, et donc mettent des bâtons dans les roues pour que ce SDT entre en vigueur et donc que ces objectifs de stop béton deviennent vraiment réalité et deviennent fasse partie vraiment du droit en vigueur. Donc, d'après ce que j'ai compris, on sera fixé sur le sort du SDT cette semaine avec deux grandes options possibles. Un, eh bien, on modifie le SDT à la marge pour rencontrer les demandes et les critiques dont je viens de parler. Donc, on modifie cette notion de pôle. Soit, deuxième option, eh bien, on reprend le travail depuis le début, on recommence un nouveau SDT avec, évidemment, pas la peine de vous le dire, tout le gaspillage que ça va entraîner, même si on récupère une partie du travail, en termes aussi, je pense, de gouvernance et d'exemple de processus législatif. Ce serait une piètre image, puisque eh bien, ce texte a forcément fait naître un certain nombre d'attentes parmi tout un chacun, et notamment les opérateurs immobiliers qui eh bien, attendent avant toute chose une certaine prévisibilité pour pouvoir faire des projets. Voilà, donc je pense que ce serait un mauvais signal, mais
on va voir où aboutissent les discussions en cours. Alors, si ces objectifs sont maintenus, ces objectifs seront ou sont déjà très ambitieux, pas la peine de vous le dire, et ce ne sera pas évident de s'y tenir et de mettre en œuvre les moyens nécessaires. Aujourd'hui, on a un rythme d'artificialisation en moyenne de 10 à 12 km² en Wallonie par an, alors qu'on doit arriver à 6 km². Donc, on devrait aller 2 fois moins vite d'ici 2030, donc dans 9 ans. L'objectif, comme je vous le disais, est ambitieux. Le ministre Borsu en est bien conscient. Il a d'ailleurs, conformément à ce qui avait été annoncé dans la DPR, mis en place un groupe d'experts, un groupe de travail pour l'aider à identifier certains objectifs. J'ai repris ici les 3 missions de ce groupe de travail. Donc, 1, déterminer la superficie artificialisable pour atteindre les objectifs 2025-2050. 2, proposer, élaborer une méthodologie pour mesurer cet étalement urbain et proposer des trajectoires de réduction plus précises pour justement limiter l'étalement urbain par bassin, donc en fonction des parties de territoire, et une trajectoire donc de superficie artificialisable jusqu'à 2050 répartie par bassin. Et 3, examiner tous les instruments nécessaires pour atteindre ces objectifs. Donc, 2 choses sur lesquelles devait plancher ce groupe de travail. 1, les objectifs à atteindre et les sous-objectifs pour atteindre les objectifs 2025-2050. Et 2, les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Alors, le rapport du groupe de travail a été rendu au ministre en avril dernier. Le rapport n'est pas public, mais ce qu'on en sait, quelques informations. Il y a toute une série de propositions qui ont été formulées par le groupe de travail, avec une insistance sur la mise en place de mécanismes d'incitants pour inciter les opérateurs immobiliers à construire là où on a déjà artificialisé. Donc, ce que la région wallonne aime appeler construire la ville sur la ville, donc ne plus imperméabiliser ou définir de nouveaux territoires, mais profiter de ce qui a déjà été fait pour reconstruire. Donc, 1. Deuxième chose, des instruments ou des mesures qui sont déjà plus connues, notamment la révision partielle du plan de secteur, puisque la révision complète des plans de secteur en Wallonie a déjà été exclue. Ce serait un travail évidemment colossal, mais le ministre Borsu l'a récemment exclu. Mais même une révision partielle du plan de secteur pour permettre davantage de densification sera quelque chose de difficile. Quand on voit aujourd'hui les projets qui sont en cours en lien donc, avec la révision, les projets de révision de plan de secteur, on mesure la difficulté que ça représente. Si vous prenez par exemple le projet d'Eliade, la boucle du Hainaut, que vous connaissez peut-être, et qui donc a pour objectif de créer le chaînon manquant entre les lignes à haute tension flamandes et le réseau wallon du Hainaut, donc sauf erreur entre Wevelgem et Courcelles. Donc Elia veut rejoindre en créant une nouvelle ligne à haute tension. Elle implique, ce projet implique de devoir réviser partiellement le plan de secteur, et ce sont des difficultés, la presse le relaye fréquemment, il y a rencontre des difficultés très importantes avec beaucoup d'opposition. La révision des plans de secteur prévoit à différents stades des mécanismes de participation du public, et aujourd'hui, ces différents moments sont bien exploités par les tiers et par le public qui est concerné par ce projet, de sorte que voilà, un projet comme celui-là, qui est une des pistes de solution apparemment proposée par le groupe de travail, ne permettra pas de régler à brève échéance la situation, alors que les objectifs à moyen terme sont quand même assez pressants sur ce point-là. Alors, le ministre Borsu a déjà été interrogé tout récemment, vous voyez, le 7 mai dernier, par
un parlementaire sur la manière dont il allait appréhender tout ce travail qui a été fait par les experts. Il a dit, bon, voilà, réponse pas très audacieuse, mais on en prend acte, qu'il analysait actuellement en profondeur et avec la plus grande attention le travail réalisé par le groupe d'experts. Donc, on n'en sait pas encore grand-chose, bon, ce qui est sans doute assez normal. Par contre, ce que je voulais partager avec vous, c'est un élément vraiment important, tant il est dans l'air, c'est le concept ou les concepts de centralité et de polarité de base. C'est donc des notions auxquelles l'administration régionale de l'aménagement du territoire accorde aujourd'hui une grande importance. On en entend beaucoup parler, notamment suite à une étude récente qui a été faite par l'IWEPS, donc l'Institut de l'évaluation de la prospective et de la statistique, sur ce concept de polarité de base. C'est quoi? C'est l'idée qu'il faudrait, dans les années à venir, identifier des lieux du territoire wallon qui combinent une certaine concentration en logement et en services de base à la population. Donc, cette étude, ce papier qui a été fait par l'IWEPS, propose une méthodologie qui permet d'identifier des lieux du territoire, des centralités qui seraient à même de pouvoir faire l'objet d'une urbanisation plus importante dès lors que, eh bien, elle bénéficie de certains atouts, connexion à des services publics, des services à la population, des connexions transport en commun faciles, une série de critères qui eh bien, devraient permettent de prioriser le développement de certaines parties du territoire en particulier. Cette méthodologie qui est proposée par l'IWEPS permet du coup de mettre en évidence des terrains qui seraient disponibles pour des nouveaux projets. On a déjà une confirmation donc qui a été donnée par le ministre Borsu le 7 mai dernier, donc lorsqu'il a été interpellé par ce parlementaire. Il a déjà précisé, je pense que ça c'est vraiment un point cardinal, il a précisé que cette notion de centralité urbaine et rurale, un petit peu différente, mais conceptuellement, on n'en est pas très loin, sera l'outil principal pour donner corps aux objectifs de réduction de l'étalement urbain. Donc, il dit c'est à travers la notion de centralité urbaine et rurale que doit s'opérationnaliser la réduction de l'étalement urbain. Donc, il est quasi certain que dans les prochaines années, dans les développements de projets et lorsqu'il y aura des choix stratégiques à faire pour urbaniser plus ou moins certaines régions, on va faire appel à des critères comme cela et on va utiliser des méthodologies qui permettent d'identifier des zones qui doivent être considérées comme prioritaires pour l'artificialisation des sols et l'urbanisation. Alors aujourd'hui, donc, on l'a vu, même si les objectifs en matière de stop béton ne sont pas encore en vigueur, c'est déjà une réalité. Le mouvement de densification du territoire s'est déjà amorcé, vous le savez, depuis quelques années, même si on constate aujourd'hui que c'est de manière assez dispersée, sans qu'il n'y ait de vision, d'encadrement général et de vue un peu hélicoptère sur ces projets. Donc, on a des projets, certes, de densification, ponctuelle ici et là, mais sans véritable vision stratégique de la situation et sans vision au niveau régional. Alors, une des difficultés, justement, pour opérationnaliser, pour reprendre les termes du ministre, pour opérationnaliser le stop béton, c'est vraiment ce qu'on voit sur le terrain au quotidien, c'est ce fossé, cette divergence entre d'une part, le niveau régional et les autorités régionales qui émettent, qui délivrent un certain nombre d'instructions, des objectifs de densification du territoire, et d'autre part, au niveau communal, des réticences importantes de la part des autorités qui, il faut bien le dire, dans certains projets, freinent vraiment des quatre fers pour voir son territoire davantage densifié. Et donc, quand on parle de projets de densification à des échelles communales, on se rend compte très souvent que les autorités communales mettent des bâtons dans les roues. C'est une des raisons pour lesquelles les projets, même quand ils sont de compétences régionales, ne passent pas, parce que pour densifier le territoire, il doit y avoir un certain nombre de mesures d'accompagnement, des infrastructures. Et donc, souvent, vous dépendez par la porte ou par la fenêtre du soutien des autorités communales. Et donc, pour le moment, voilà, dans les grandes tendances qui se dégagent, on constate une sorte de déficit d'accompagnement
par les autorités communales. Résurgence ou autre cas d'application du syndrome NIMBY que vous connaissez. Alors, quels sont les arguments qui sont traditionnellement opposés à l'encontre des projets visant à une densification? La mobilité inadéquate, des équipements publics insuffisants, des nuisances diverses, de divers ordres que générerait le projet. Au niveau architectural, une rupture. Forcément, quand on vient densifier dans des coins qui ne sont pas aussi denses, eh bien, on aura au niveau architectural des ruptures ou des divergences, en tout cas au niveau de l'esthétique et au niveau des gabarits. Autre élément habituellement opposé pour tenir en échec des projets de densification. Alors, je voulais aussi peut-être vous relayer ce qui s'est lu dans la presse récemment. Certains remettent un petit peu aux nuances peut-être l'évolution du stop béton en disant que ce ne sera peut-être pas aussi nécessaire que ce qu'on le pensait ou ce qu'on a pu le penser, hein, des constats de force contraire. Bien, un motif principalement, ce sont les perspectives démographiques qui ont été revues à la baisse par le Bureau fédéral du plan. Donc, les projections qui sont faites tablent sur un essor démographique inférieur à ce qui a été envisagé dans le passé. Deux motifs, un taux de fécondité, une fécondité plus faible, l'arrivée des baby boomers aux âges où les probabilités de décès sont élevées, hein, et des phénomènes migratoires internationaux qui sont moins dynamiques. Donc, deux facteurs qui, ensemble, ont amené le Bureau du plan à revoir ses projections en matière d'essor démographique. Alors, avec la crise sanitaire que nous avons, que nous traversons, certains aussi, hein, on l'a beaucoup entendu, pensent qu'on a initié une nouvelle forme de travail, hein, ce qui se répercuterait dans l'habitat avec une partie de la population qui aspirerait à quitter des territoires denses, hein, à quitter la ville pour rejoindre des territoires moins denses, ce qui voudrait dire éventuellement qu'il y aurait une demande moins importante pour des projets visant justement à accroître la densité. Mais ça reste à voir. En toute hypothèse, je pense que les objectifs qui sont fixés, hein, 2025, 2030, 2050, seront, indépendamment de cette éventuelle évolution, seront difficiles à tenir. Et donc, on a un besoin criant vraiment de nouveaux instruments de nature à tenir ces objectifs. Alors, pour Bruxelles, je vous avais parlé donc des PAD. Pour la Wallonie, je voudrais vous parler des SAR, un autre outil opérationnel pour densifier le territoire. Les SAR, c'est quoi? Les sites à réaménager. On en entend parler depuis déjà un certain nombre d'années, hein. Ils ont été adoptés pour la première fois en droit de l'urbanisme wallon en 2006. Alors, ils ont subi une modification assez importante pour les rendre plus attractifs à l'occasion de l'adoption du Code été. L'idée, c'est quoi? C'est d'identifier des sites, des parties de territoire composées d'anciennes friches industrielles et qui mériteraient un recyclage, qui mériteraient une réhabilitation et une vraie redynamisation. Pardon. Alors, pour qu'un site puisse être qualifié de SAR, il faut deux critères alternatifs, hein. C'est un site dont le maintien serait contraire au bon aménagement des lieux ou dont le maintien constitue une déstructuration du tissu urbanisé. Donc, retenez, on parle de SAR pour des sites qui provoquent ou qui constituent une pollution visuelle, des sites dont on estime qu'ils doivent être revitalisés avec une certaine urgence. Contrairement à ce qu'on peut lire de temps en temps, les SAR ne doivent pas nécessairement être, pour recevoir bénéficier du statut de SAR, ils ne doivent pas nécessairement être pollués. Quelques ordres de grandeur, quelques chiffres liés au SAR aujourd'hui en Wallonie. On a 2262 sites à réaménager qui sont recensés. La région wallonne dispose d'un inventaire qui est d'ailleurs accessible en ligne, je l'ai repris. Ça représente plus de 3700 hectares de sites. Donc, on parle quand même d'une partie du territoire
qui est significative, avec un potentiel de redéveloppement très important. 365 nouveaux sites depuis 2015. Donc, on voit c'est vraiment un outil qui aujourd'hui est très dynamique, avec des nouveaux sites qui bénéficient de ce statut et d'autres sites qui, après avoir été redéveloppés, perdent ce statut. L'objectif de la région wallonne, à nouveau très ambitieux, est de faire tomber ce stock à zéro d'ici 2050, ce qui est ambitieux, sinon illusoire, je pense, parce qu'il y a encore toute une série de sites aujourd'hui en région wallonne qui sont à l'abandon, des friches, et qui mériteraient et qui très probablement bénéficieront de ce statut de SAR. Alors, deux exemples récents un peu emblématiques en lien avec les SAR, deux sites qui ont récemment obtenu ce statut, dont le gouvernement a reconnu l'existence d'un périmètre de SAR, le site de Chertal à Liège, l'ancien site de Arcelor, et à Charleroi, le site donc à Marcinelle plus exactement, le site de Carcy, donc du Ferco, qui ont donc récemment été désignés comme SAR et pour lesquels le ministre Borsu a également récemment désigner des bureaux d'études pour proposer un master plan, donc un projet d'urbanisation pour le futur. Alors, quels sont les avantages que présente ce mécanisme, cet instrument urbanistique? Eh bien, plusieurs choses. L'arrêté pris par le gouvernement qui qui arrête le périmètre du SAR tient lieu de permis d'urbanisme. Donc, si le gouvernement a adopté ce SAR, eh bien, vous aurez automatiquement une autorisation de pouvoir réhabiliter le site. Alors attention, le permis porte sur le nettoyage du site, mais pas sur la réalisation en aval, les constructions éventuelles, le projet qui viendra se réaliser après le nettoyage, entre guillemets, du site de la friche. Deuxième chose, au niveau urbanistique et planologique, plus de souplesse, puisque vous pouvez obtenir plus facilement des dérogations au plan secteur, moyennant certaines conditions, mais l'idée est vraiment d'assouplir le régime des autorisations. Des subventions pour les études et pour les travaux qui doivent être réalisés en vue du réaménagement du site, et une subvention quand même significative pour tous les projets en aval, tous les projets de reconstruction des sites, qui s'élève à ce ratio de 1 euro donné par la région wallonne pour 3 euros investis par le porteur de projet, ce qui rend tout de même relativement ou potentiellement attractifs les projets de redéveloppement de SAR. Alors, on constate aujourd'hui un intérêt croissant de la part des développeurs immobiliers pour redévelopper les sites à réaménager. Qu'est-ce qui explique ça? Bien, c'est précisément une fois que vous avez reçu cette reconnaissance avec un périmètre défini, eh bien, vous avez quand même une certaine garantie que les autorités publiques vont soutenir votre projet et vont vous accompagner dans la réalisation des projets et notamment dans l'obtention des permis. Si on voit ça, on regarde ça, on regarde certaines difficultés, des difficultés croissantes en Wallonie d'obtenir des permis, eh bien, ça explique les raisons pour lesquelles ce mécanisme connaît eh bien, un certain succès. Alors, succès qui est, je vais dire, un peu fonction de la localisation exacte. Si vous allez redévelopper un SAR dans une région qui est tout à fait sinistrée, il sera plus difficile de répercuter tous les coûts que vous allez exposer en termes de redéveloppement. Prenez par exemple quelques SAR dans la province du Luxembourg, à proximité du Luxembourg, eh bien là, la valeur du foncier est contaminée en raison de la proximité avec le Luxembourg, et donc les coûts que vous allez réaliser pour réhabiliter le terrain pourront être plus facilement compensés au niveau des prix de vente du projet en tant que tel. Donc voilà, attractivité, fonction du lieu exact où se situe le périmètre du SAR en question. Alors parfois, la dépollution est prise en charge par les autorités, c'est le cas dans notamment les projets qui sont subventionnés par des fonds européens comme le FEDER. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est sûr que lorsqu'on a cet incitant financier en plus, eh bien ça rend le mécanisme encore plus attractif. Et
La localisation exacte, je reviens là-dessus, aussi intéressante quand vous voyez donc sur l'exemple que je prenais ici, les deux sites récemment reconnus comme ça, on voit que ce sont de vrais nœuds multimodaux avec la présence à la fois de chemins de fer, la présence de voies navigables et la présence de voies autoroutières, ce qui devrait permettre aussi de faciliter les perspectives de redéveloppement des zones en question. Voilà, donc après avoir fait un peu le point sur les différentes mesures existantes ou à venir, on a constaté que si ces objectifs existaient, pas toujours en vigueur, mais on espère ou seront clarifiés prochainement, on voit qu'il y a encore une difficulté à vraiment traduire ces objectifs généraux dans la pratique par des mesures concrètes. Mais il n'empêche que vous avez en tant que développeur, en tant que porteur de projet, intérêt à déjà anticiper, évidemment, et vous le faites peut-être déjà, sur un certain nombre de critiques qui pourraient vous être opposées en lien avec la densification. Si votre projet tend à densifier une partie du territoire, eh bien, il faut s'attendre à des critiques en lien avec cela. Une manière d'anticiper ou les moyens d'anticiper ces critiques, j'ai repris une liste un peu exemplative de cela, mais ça me paraît constituer un peu, je veux dire, les chantiers sur lesquels il faut vraiment travailler soigneusement le projet. La question de la mobilité, hein. Vous savez que ça pose maintenant systématiquement dans les projets d'envergure. Démontrer un maximum que votre projet va s'intégrer harmonieusement, que les voiries, que les infrastructures publiques sont suffisantes et permettront d'absorber le flux lié à l'utilisation des bâtiments. Si possible et si nécessaire, fournir des études de mobilité qui démontreront, grâce à des comptages, que les voiries offrent encore une certaine capacité disponible pour absorber un flux à venir. Donc, c'est vraiment d'objectiver un maximum cette préoccupation-là des autorités. Comme toujours, l'objectif, c'est de donner aux autorités l'ensemble des éléments pour les convaincre et pour octroyer le permis. Pour cela, il faut apporter des éléments objectifs et rien de tel pour cela que de s'accompagner d'experts en termes de mobilité, des bureaux agréés qui permettront, grâce à leur crédibilité justement, de montrer qu'à tel endroit, on peut encore davantage densifier. Mobilité, les équipements publics, les voiries, les trottoirs, les égouts. Est-ce que ces différents équipements sont capables d'absorber les flux qui résulteront de la densification? Présence suffisante d'espaces verts. Si on densifie, très bien, mais il faut à côté de cela, et un peu en compensation, des espaces verts suffisants, des lieux récréatifs suffisants pour que les utilisateurs puissent s'y rendre. La gestion des eaux, problématique très fort d'actualité et qui revient aujourd'hui beaucoup dans l'analyse des projets et des demandes de permis. Les autorités s'assurent que vous êtes capable de gérer à la parcelle, comme on dit, les eaux de pluie, c'est-à-dire que vous ne misez pas sur un raccordement aux égouts au niveau du traitement, au niveau de la gestion des eaux. Donc, toute une série de mesures qui sont possibles. La mise en place de citernes de récupération, des bassins d'orage lorsque la taille du projet le justifie, la plantation de noues, des mécanismes végétaux permettant de réguler de manière naturelle les pluies. Certaines parties de projets comme les parkings, par exemple, qui pourraient être faits en surface perméable. Tout ça sont des éléments sur lesquels on peut améliorer la gestion de la problématique des eaux. Maîtrise des nuisances sonores. Forcément, quand on densifie, on augmente les risques de générer des nuisances sonores. Là aussi, il est possible d'essayer d'objectiver les choses. Il y a des bureaux d'études qui sont spécialisés dans ce sujet et qui permettront de vous dire si oui ou non le projet en l'état est à même de respecter les normes en vigueur, si pas éventuellement de proposer des mesures d'atténuation ou des mesures correctrices. L'impact sur l'ensoleillement, qui est aussi un sujet récurrent, dans la mesure du possible, grâce à des études d'ensoleillement et des projections démontrées que le projet n'engendrera pas de perte d'ensoleillement au niveau du cadre bâti environnant ou éventuellement certaines pertes partielles à des moments particuliers, comme les solstices d'hiver, mais que globalement, le projet n'engendre pas d'impact négatif sur ce point-là. L'intégration architecturale, comme toujours, montrer que le projet
bien s'intègrent de manière harmonieuse dans le contexte bâti existant. Parfois, ça impliquera de venir s'aligner aux constructions existantes, parfois justement de permettre un certain recul suffisant pour diminuer l'impact visuel, notamment des voisins. Donc, toute une série de points à travailler, sur lesquels travailler dans les demandes de permis et penser, on n'y pense pas suffisamment, que ces éléments-là peuvent, tant à Bruxelles qu'en région wallonne, puisque les réglementations le permettent, d'arriver avec des propositions de charges d'urbanisme qui rencontrent ces différentes préoccupations. La rénovation d'un trottoir, par exemple, l'aménagement d'un parc. Tout ça sont des mesures qui permettront forcément d'améliorer la qualité de votre dossier, dont vous pouvez faire part aux autorités dès les premiers contacts, lors des premières réunions, comme la réunion de projet. Donc voilà, autre élément à avoir à l'esprit. En conclusion, je vois que j'ai dépassé de quelques minutes, mais très rapidement, que retenir de tout ceci? On voit qu'on a à l'heure actuelle un encadrement au niveau de la densification et du stop béton réglementaire qui est encore insuffisant, lacunaire. On a des éléments, on a des objectifs, mais ils ne sont pas encore suffisamment traduits par des mesures concrètes. C'est déjà une réalité, on l'a vu aussi. Et donc, il est possible d'anticiper certains griefs qui pourront vous être opposés en lien avec une densification qui serait jugée excessive du territoire. Alors, même si, du côté wallon, on l'a vu, il y a encore certaines incertitudes sur les objectifs exacts. On sait qu'il y a comme lame de fond une tendance inexorable à le ralentissement de l'artificialisation des sols. Donc, c'est une donnée dont il faut tenir compte et être conscient des opportunités que peuvent faire naître ces situations. On a parlé donc des sites à réaménager avec possibilité d'obtenir des subventions importantes. J'ai parlé aussi de la notion de polarité, de centralité. On va voir vers quoi on évolue au niveau de la réglementation, mais je pense que ce sera là des vraies opportunités à saisir si on veut obtenir un peu de visibilité et de garantie sur la faisabilité, notamment urbanistique des projets immobiliers. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par email et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Pour le reste, bon après-midi et à bientôt. Au revoir.